Merci Xavier pour ton invitation, chers collègues. Même si je suis un ancien combattant, on m'a demandé de prendre la parole. Je vais dire quelques mots. Mon propos se positionnera sur trois aspects. En quoi l'histoire de l'écomusée a quelque chose à voir avec l'ambition écologique et sociale de vos rencontres professionnelles? En quoi la Fédération des écomusées a-t-elle été confrontée pour développer ses ambitions? Et enfin, je terminerai par mes engagements actuels dans l'économie sociale et solidaire à l'échelle de la région de France. Par ailleurs, petite information, j'ai ramené de mon grenier depuis 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, une publication qui s'appelle Territoire de la mémoire, qui est à votre disposition, que nous avons réalisée en 1991 avec des anthropologues, avec des sociologues, avec des ethnologues, dont notamment Lévi-Strauss. Ce travail a été un travail un peu fondateur sur le plan de la recherche scientifique, et il me semble essentiel qu'on puisse encore aujourd'hui jeter un œil dessus, parce qu'il y a des choses qui sont encore traversantes avec ce que nous faisons aujourd'hui. Dans mon propos, je propose de repentir très modestement à la forte interpellation d'hier de notre ami Serge Chaumier. Ici, à Fourmies, c'est en pleine crise économique et sociale, au milieu des années 70, choc pétrolier, crise agricole, disparition des pans entiers de l'industrie locale, qu'est née, au sein de la Maison des Jeunes, centre socioculturel que je dirigeais, nous avons travaillé sur une campagne intitulée « Vivre en ville », qui posait les bases d'un travail sur la mémoire collective pour permettre à la population qui avait perdu tous ses repères dans cette crise économique et sociale, 35% de chômage dans le territoire, eh bien, on s'est dit qu'on pouvait collectivement faire quelque chose. Alors je dis nous et collectif parce que c'est pas je. C'est un travail, dès le départ, un travail participatif. Ce travail autour de la mémoire d'un territoire à la fois rural et industriel visait à montrer aux habitants qu'il fallait être fier de son passé et dessiner ensemble des perspectives pour demain. Ce concept de résilience dont on parle encore aujourd'hui. Peu à peu, nous nous sommes intéressés à ce qui pouvait se passer ailleurs en France sur des préoccupations similaires. Ce qui a permis de découvrir, pour ma part, les expériences écomuséales du Creusot et des Monts d'Arrée, industrie, ruralité, et de participer à plusieurs colloques, comme Annonay en 1978, Lille en 1979, à l'initiative de Pierre Mauroy, un colloque stratégie sur l'avenir du patrimoine industriel à l'échelle européenne, avec des chercheurs venus du monde entier. C'est sur ces bases-là que nous avons fait venir, nous avons invité Georges-Henri Rivière entre 1977 et 1980 à plusieurs reprises pour décider avec lui ce que pourrait être un écomusée pour ce territoire. Georges-Henri Rivière nous a accompagnés et c'est le dernier écomusée qu'il a accompagné dans son projet. Je pourrais, si nécessaire, dans un autre contexte, vous relater cette formidable collaboration. Ce qui a présidé à la formalisation de notre projet écomuséal, c'est le prolongement de nos pratiques de l'éducation populaire en mobilisant et en impliquant la population du territoire à travers un comité de préfiguration de 1977 à 1980 qui a mobilisé une dizaine d'associations locales et des partenaires sociaux intéressés par l'enjeu de tenter de décider de nouvelles perspectives d'avenir pour le territoire. Un travail de lobbying auprès des collectivités publiques et plus particulièrement de l'État, mais ce travail a pu se réaliser grâce à une formidable collaboration avec Claude Érignac, je pense que c'est un nom qui vous parle, qui était à l'époque sous-préfet d'Avesnes et qui s'est battu pour qu'on réalise ce projet. Parce que, avec l'État, je peux vous le dire, que c'était pas facile. Nous avons aussi conduit un projet pédagogique avec la circonscription scolaire
de fourmis de la région, qui a mobilisé 1800 élèves de classe de CM autour de l'histoire et de la mémoire collective des familles, du travail dans ce territoire. Tout cela a débouché sur 10 expositions temporaires dans les principales écoles de la circonscription et sur une exposition de préfiguration en mai-juin 80 sur le thème 100 ans de vie sociale dans la région de Fourmies, qui a accueilli dans cette filature désaffectée à l'époque, puisqu'elle avait fermé en 1977 et qui était en très mauvais état, on a accueilli plusieurs milliers de visiteurs sur une exposition de préfiguration de 1000 mètres carrés. Cette exposition participative, portée uniquement par des dizaines de bénévoles issus de la société civile, de salariés de cadres de l'industrie, d'enseignants et de militants associatifs, a permis de poser les bases de la création d'une association écomuséale fondée sur les concepts de Georges-Henri Rivière avec, pour la gouvernance, 3 collèges, les partenaires publics, les représentants de la société civile et la population, dans une gouvernance partagée et une démarche collaborative. Permettrait simplement, parce que ça me semble essentiel, de faire une petite piqûre de rappel. Bon, pour les anciens, c'est de la redondance, mais pour les plus jeunes générations, ça me semble important. Le but de l'écomusée était de valoriser le patrimoine culturel et naturel de son territoire, mais aussi son patrimoine scientifique, technique, ethnographique, ainsi que des lieux et outils de mémoire. L'écomusée n'est pas simplement un conservatoire. Avec la participation de la population, il prend part active à la vie de sa région et à son développement en apportant sa contribution aux réflexions, aux débats et aux expérimentations des sociétés. Il noue des liens essentiels avec la recherche dans les domaines des sciences sociales, de l'ethnologie, des sciences de l'environnement, de l'histoire, de l'urbanisme, du développement local, de l'économie, du tourisme, etc. Et pose en termes critiques des questions sur l'identité, l'héritage, la différence, les frontières, les problèmes actuels et les nouvelles orientations des sociétés. Pour ce faire, il considère l'objet comme un témoignage de l'homme et de la société et la muséographie comme un moyen de communiquer ce témoignage au public et aux habitants. Vous voyez, ça c'est la définition, une des définitions de Georges-Henri Rivière qu'on a repris intégralement dans les statuts fondateurs de l'économie et qui ont été mis en application jusqu'en 2016. Permettez de faire ce petit retour, parce que on fait, ça ne peut pas faire de mal. Durant plus de 30 ans, l'écomusée ne s'est pas tenté de sauvegarder et de valoriser le patrimoine matériel et immatériel de son territoire. Il a aussi porté des projets relatifs à l'innovation sociale, écologique et économique de son territoire. 1989, colloque européen sur le devenir des pays de bocage, avec des scientifiques et des chercheurs sur ces questions-là venus de l'Europe entière. Réalisation de la première en Haute-France d'une chaufferie à bois d'acidité et d'un réseau de chaleur dans une de nos antennes, la Maison du Bocage à Saint-du-Nord, au début des années 90. 1991, événement autour du centenaire du 1er mai 1891, avec notamment un colloque international présidé par Madeleine Révériou et Alain Depeau, autour de 100 ans d'histoire locale, et d'histoire sociale, pardon, et quelle perspective pour demain. C'était ça, c'était pas simplement pour rappeler l'histoire de la fusillade du 1er mai, c'était dans une perspective en quoi les luttes sociales, les conflits sociaux peuvent enrichir nos pratiques d'aujourd'hui. 1994, festival autour des verriades, valorisation des nouvelles applications dans l'industrie du verre et présentation des créations contemporaines des arts du feu. Au total, 40 000 personnes sur 3 jours. 1995, exposition sur la valorisation de la filière maroilles. 2004, exposition sur les textiles techniques et du futur dans le cadre de Lille, capitale européenne de la culture. L'écomusée aussi, de façon régulière, va valoriser les savoir-faire du passé, les activités économiques d'aujourd'hui, esquisser dans des forums, des débats, des rencontres, le devenir économique et social et environnemental de ce territoire. Son conseil scientifique pluridisciplinaire a permis de multiples ateliers de terrain dont les travaux ont alimenté la programmation culturelle et enrichi la connaissance du territoire. Cela a fonctionné de 1980 à 2016, date à laquelle les partenaires publics ont décidé de remplacer l'association par un EPCC, qui a eu pour effroyable conséquence de perdre le militantisme de plus de 150 bénévoles.
et de recentrer le projet uniquement sur la thématique industrielle, abandonnant à la fois les problématiques liées au patrimoine rural et au savoir-faire artisanal. Aujourd'hui, la nouvelle présidente et Stéphanie, notre nouvelle directrice, et son équipe se sont de nouveau engagés dans un travail de remobilisation de la population et dans la formalisation d'un nouveau projet. Remettre la population, la société civile au cœur du projet scientifique et culturel, social et environnemental de l'écomusée est essentiel pour en faire un outil au service du développement de son territoire en s'appuyant sur une triple démarche ambitieuse. Valoriser les patrimoines du territoire dans toute leur diversité et transmettre les savoir-faire en voie de disparition. Décortiquer le présent, valoriser les initiatives avec un sens critique. Débattre et confronter les points de vue sur les évolutions à venir. Le réseau national des écomusées et musées de société. Suite aux rencontres de l'île d'Abo de 1987, les écomusées se sont engagés en 1989 dans la création d'une fédération, non pas avec l'appui de l'État, mais avec celui du Crédit Coopératif, banque de l'économie sociale et solidaire, qui, adhérant aux valeurs de l'écomuséologie, voulait aider ce petit réseau au départ de 26 écomusées à faire valoir ses ambitions en matière de développement local, en s'appuyant sur son patrimoine populaire et social en émergence, face à la domination du milieu muséal traditionnel, celui des beaux-arts, qui était dominant dans les relations, et au comportement critique à notre égard de la direction des musées de France. Maintenant on dit service des musées, c'est ça? On a eu un seul défenseur dans ce champ de l'écomuséologie, c'était André Desvallées, un inspecteur général qui vraiment a mouillé sa chemise. Pour certains d'entre vous se rappellent de lui. Ce que l'on peut retenir des 15 années de mon engagement à la Fédération des écomusées, c'est une énorme difficulté à faire reconnaître une autre manière de valoriser le patrimoine de nos écomusées et musées de société, et de mettre cela en perspective avec les enjeux contemporains de nos territoires, et aussi, surtout, de développer des pratiques inclusives, associant habitants, bénévoles, entreprises, alors que le dominant, dans cette période, c'est le conservateur, maître après Dieu. Un de nos anciens collègues, Guy Brun, directeur de l'écomusée de la Margerite, disait par provocation, les collections, c'est un prétexte pour redynamiser mon territoire, impliquer les habitants et interpeller le monde qui nous entoure sur nos devenirs. Phrase forte. Je pourrais, à travers ma fonction de secrétaire général pendant 10 ans et président de la FEM pendant 5 ans, vous raconter toutes les difficultés rencontrées dans notre combat pour nous faire reconnaître à l'échelle nationale. Julie, qui est parmi nous, mais elle est dans Réunion Haut, qui m'a succédé, connaît bien les combats que nous avons pu mener avec les instances du ministère de la Culture. Cela a été notamment le cas lors des concertations pour la loi musée de 2002, échange pendant plus de 2 ans avec des discussions âpres aux commissions du Sénat et de l'Assemblée nationale pour aboutir à une loi prenant en compte l'ensemble des missions des musées et pas seulement la gestion des collections. C'était vraiment un combat de tous les jours. Mais ce n'est pas l'objet de nos rencontres. Il faut simplement se dire, au-delà des discours officiels, que l'ambition écologique et sociale de nos tutelles a bien des progrès à faire. C'est à nous de porter des projets ambitieux, capables de relever ces défis, sans pour autant être sous la contrainte des tutelles. La passerelle entre écomuséologie et économie sociale et solidaire. Pour ma part, garantir l'alimentation et la transition écologique pour tous, renforcer l'inclusion et la solidarité, reconsidérer autrement le travail, refonder les modes de gouvernance des organisations, collectivités, entreprises, associations. Les engagements citoyens sur ces questions sont féconds et souvent à l'origine de richesses non réductibles à leur seul aspect marchand. Exercer sa citoyenneté économique, sociale, sociétale et environnementale, c'est, me semble-t-il, se rassembler collectivement pour construire progressivement une société plus soutenable et plus solidaire. J'ai remis à
à Xavier le guide des bonnes pratiques dans l'économie sociale et solidaire. Vous pourrez peut-être, sur la construction de ce plan triennal, vous appuyer là-dessus pour un certain nombre d'actions. Je dirais simplement ce qui me semble essentiel dans ce guide. Une, porter des gouvernances démocratiques, des démarches participatives pour la construction des projets, être dans l'ancrage territorial de vos musées, avoir une politique salariale, exemplarité, formation, dialogue social, RSE, qualité des emplois. Je vous en parle parce que j'ai été pendant près de 20 ans magistrat prud'homal au titre des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et puis-je vous dire que dans ce domaine, nous avons les manches à mettre pour être, je dirais, en conformité entre le discours et les pratiques. Lien avec les habitants et les communautés. Lutte contre les discriminations. Égalité hommes-femmes. Transition écologique, énergie, déchets, utilisation des ressources durables. Éthique et déontologie. Toutefois, je voudrais insister sur le fait que le rapport aux habitants et leur implication dans nos écomusées et musées de société a été toujours source de rapports et de pratiques compliquées. Pour les salariés de nos musées, l'intervention de bénévoles est considérée comme une atteinte à leurs prérogatives, voire une concurrence en termes d'emploi. Pour les bénévoles, les salariés constituent un frein à leur désir d'agir et d'entreprendre. Pour ma part, si cela nécessite une gouvernance déterminée, la collaboration entre salariés et bénévoles est source de formidables richesses. En conséquence, pour les institutions publiques, et voire pour beaucoup d'entre nous professionnels, la participation des habitants, c'est très bien comme témoin du passé que l'on questionne, ou de soutien à des projets financés par l'Association des Amis du Musée, mais rarement comme acteur participant à la gouvernance, à la construction des projets, à l'animation des espaces muséographiques ou à la restauration des collections. Une des grandes directions du programme triennal de la FED pourrait être de se questionner fortement sur l'implication des habitants dans nos musées à une période où faire société, où créer du lien social est de plus en plus aléatoire. Face à un individualisme de plus en plus développé, le vivre ensemble s'estompe, provoquant de multiples fractures sociétales. Les écomusées musées de société ainsi que la fédération seront-ils demain des centres socioculturels plus ouverts, des lieux d'éducation populaire, des lieux d'expérimentation et de pratique de la citoyenneté, des lieux d'innovation sociale? C'est peut-être en s'engageant dans ce qui peut apparaître comme des utopies que nos musées retrouveront une bonne part des valeurs et des principes fondateurs de l'écomuséologie portés par Georges Rivière et Hugues de Varine. Je vous remercie.